Dans les Andes, bien avant que les Incas n'élèvent leur citadelle vers le ciel, d'autres peuples ont tracé les premières lignes d'une histoire aujourd'hui presque effacée, entre cordillères vertigineuses, vallées secrètes, déserts brûlants et hauts plateaux battus par le vent. Des civilisations entières ont prospéré, puis disparu, laissant derrière elles des énigmes que le temps n'a jamais vraiment su effacer. Pourquoi ces cultures, pourtant brillantes et anciennes, demeurent-elles méconnues ? Peut-être parce que leurs voix se sont perdues dans l'immensité des montagnes ou parce que leurs héritages n'ont survécu qu'en fragments disséminés comme des échos oubliés. Si vous souhaitez aider à faire revivre ces mondes effacés, abonnez-vous et laissez un like. Chaque geste est une pierre de plus pour reconstruire les civilisations que l'histoire a tenté d'ensevelir. À plus de 2000 ans avant les premières piedras incas, alors que l'Égypte n'en était qu'à ses premières dynasties, une civilisation étonnamment avancée s'élevait silencieusement sur la côte aride du Pérou. Au cœur de ce paysage de sable et de vent surgissait Caral, une cité si ancienne qu'elle semble défier la mémoire humaine. Ici, dans ce désert où rien ne promettait la grandeur, les habitants ont bâti l'un des plus anciens centres urbains de tout le continent américain. Caral n'avait ni murailles ni fortifications. Et pourtant, elle dominait les vallées environnantes comme un phare de pierre et de symboles. 6 grandes pyramides, massives mais élégantes, organisèrent l'espace comme les notes d'une partition oubliée. Elles n'étaient pas conçues pour abriter des rois ou des guerriers, mais pour accueillir des cérémonies, des rassemblements, des rites qui donnaient de rythme et sens à la vie collective. Autour d'elles, des quartiers résidentiels, des ateliers, des couloirs de passage et au centre, des places circulaires creusées dans le sol, conçues pour rassembler, écouter, communier. La plus impressionnante de ces structures, la pyramide Mayor, se dressait comme un pont entre la terre et le ciel. Vue d'en haut, son organisation semble presque mathématique, terrasses superposées, escaliers parfaitement alignés, plateaux qui captaient de la lumière du crépuscule. Ce n'était pas seulement de l'architecture, c'était une mise en scène de la relation entre les hommes, les dieux et les forces de l'univers. Même les objets retrouvés, instruments de musique en os, textiles délicats, restes de plantes rituelles, témoignent d'une société tournée vers la célébration plutôt que vers la conquête. Car Caral a ceci de singulier, aucune trace de guerre n'y a été découverte. Pas d'armes, pas de forteresse, pas de blessures traumatiques sur les ossements. Tout semble indiquer que cette civilisation a bâti son influence non par la force, mais par le prestige, le commerce et le savoir. Les routes qui partaient de la cité reliaient les vallées côtières à l'intérieur montagneux, transportant coton, poissons séchés, plantes médicinales, idées et rituels. Caral était un centre spirituel autant qu'un centre économique et son rayonnement s'étendait bien au-delà de ses limites visibles. Le mystère demeure. Comment une société si ancienne a-t-elle pu orchestrer un développement aussi harmonieux dans un environnement si rude ? Ses habitants maîtrisaient l'agriculture malgré l'aridité, utilisant ingénieusement les terres proches du fleuve. Ils comprenaient les cycles du climat, observaient les étoiles, élevaient leurs monuments comme des horloges immobiles capables de dialoguer avec le cosmos. Et pourtant, malgré cette sophistication, Caral n'a laissé aucune écriture. Pas de chronique, pas de roi, pas de mythe consigné sur des tablettes. Seulement des pierres, du vent et une atmosphère de mystère. Lorsque la civilisation déclina vers 1800 avant notre ère, elle ne disparut pas complètement. Ses idées, l'organisation urbaine, le rôle central du rituel, l'usage des places circulaires, l'art du tissage, se diffusèrent dans les Andes comme une graine ancienne. Des siècles plus tard, d'autres peuples reprendront certains de ces principes, parfois sans savoir qu'ils en perpétuaient l'écho. Aujourd'hui encore, parcourir Caral, c'est traverser un silence millénaire où semble résonner la mémoire d'une humanité douce et déterminée
capable de créer sans conquérir, de bâtir sans détruire. Une civilisation née du désert mais qui, contre toute attente, a appris à dialoguer avec le temps. Au cœur des montagnes andines, là où les vallées se resserrent en couloirs abrupts et où les nuages effleurent la pierre, se dresse Chavin de Ouantarbien. Plus qu'un site archéologique, c'était autrefois un sanctuaire, un centre d'attraction magnétique pour des peuples venus de régions lointaines. Entre 1200 et 400 avant notre ère, Chavin devint le cœur battant d'un monde religieux en pleine formation, un carrefour mystique où s'esquissait la première grande culture commune des Andes. L'espace semble chargé d'un silence particulier, presque cérémonial. Les temples, construits en pierre massive, s'imbriquent comme des puzzles géométriques conçus pour défier le temps. Les galeries intérieures, étroites et labyrinthiques, plongent le visiteur dans une obscurité contrôlée, un espace liminal entre le monde quotidien et l'univers des dieux. Dans ces couloirs, autrefois parcourus par des prêtres et des initiés, la lumière vacillait au rythme des torches, projetant sur les murs des ombres qui se confondaient avec les formes gravées. Félins, serpents, rapaces et êtres hybrides, tous porteurs d'une symbolique intense et cosmique. Au centre du temple ancien se trouve l'un des objets les plus énigmatiques de toute l'histoire andina. Le lanzon, haute sculpture monolithique, plantée comme une racine sacrée dans les profondeurs du sanctuaire, elle représente une divinité composite, mi-féline, mi-humaine, mi-serpent. Son visage, figé en un rictus ambigu, semble à la fois menaçant et bienveillant. Les lignes incisées sur la pierre décrivent un être en transformation constante, un médiateur entre les forces naturelles et les aspirations humaines. Pour les pèlerins venus de loin, rencontrer le lanzon devait être comme assister à la manifestation tangible du sacré. L'iconographie chavine n'était pas simple décoration, c'était un langage. Les figures de félins symbolisaient la puissance et le monde souterrain, les serpents, la fertilidad et le fluide vital, les oiseaux de proie, la vision et les hauteurs du ciel. Ensemble, ces symboles formaient un système de croyances capable de transcender les frontières régionales. Dans un territoire immense où chaque vallée avait jadis ses traditions propres, Chavin proposait une cosmovision unificatrice, une manière commune de comprendre l'univers et la place de l'homme en son sein. Cette influence ne s'exerçait pas par la guerre, mais par le prestige. Les cérémonies, les rites initiatiques, les objets de culte finement sculptés, tous participaient à la diffusion d'une idéologie nouvelle. Les pèlerins rapportèrent de chez eux des images, des récits, des fragments de doctrine qui se réinterprétaient ensuite selon leur propre tradition. Ainsi se tissa peu à peu une toile culturelle qui relia les populations andines bien avant l'apparition des grands États. Les artisans de Chavin maîtrisaient également l'art de l'ambiguïté visuelle. Beaucoup de leurs représentations jouent sur les illusions. Un visage devient un animal si l'on incline la tête, un motif se transforme en un autre selon l'angle de la lumière. Cette esthétique de la métamorphose reflète une vision du monde où tout est lié, où chaque être peut contenir en lui plusieurs forces, plusieurs identités. C'est cette idée d'un univers fluide en constante transformation qui marquera durablement les cultures andines ultérieures. Aujourd'hui encore, marcher à travers les pierres silencieuses de Chavin, c'est ressentir la présence d'un monde ancien qui ne s'est jamais totalement dissipé. Ces temples et ces symboles racontent l'histoire d'une civilisation qui a su unir, non par les armes, mais par la fascination, la sophistication et le pouvoir de l'imaginaire. Dans l'ombre des galeries sacrées, on devine encore le murmure de cette première grande matrice culturelle, fondement spirituel d'un continent en devenir. Entre la chute de Chavin et l'ascension des Incas, les Andes virent naître une constellation de royaumes qui, chacun à leur manière, façonnèrent le destin culturel du continent. Des côtes désertiques aux plateaux élevés, ces sociétés développèrent des traditions si puissantes qu'elles deviendraient les fondations même de l'empire à venir.
Les Moches, les Nazca, les Wari et les Tiwanaku n'étaient pas seulement des peuples isolés, ils incarnaient un âge d'expérimentation, de contact, d'innovation et de symboles partagés. Sur la côte nord, les Moches élevèrent des cités de briques crues qui dominaient des vallées rendues fertiles par une ingénierie hydraulique remarquable. Ils guidèrent de l'eau avec une précision presque mathématique, transformant des terres arides en jardins foisonnants. Leur maîtrise technique se reflétait aussi dans l'art du métal. Objets en or, en cuivre ou en alliage complexe, martelés, soudés et ciselés avec une virtuosité sans équivalent dans le monde andin. Mais ce sont leurs céramiques qui révèlent le mieux la profondeur de leur univers réaliste jusqu'à l'inquiétude. Elles montrent des visages humains, des animaux, des scènes de guerre et de rituels, et même des expressions de douleur ou de joie. À travers elles surgit une société obsédée par la fertilité, la pluie, la mort et la continuité du cycle vital. Les temples de la Waka de la Lune conservaient encore les traces des cérémonies sanglantes que les Moches considéraient nécessaires au maintien de l'ordre cosmique. Plus au sud, sous un soleil implacable, les Nazca se développèrent dans un désert où toute vie semblait improbable. Pourtant, ils y sculptèrent un paysage sacré. Leurs célèbres géoglyphes, figures géantes de colibris, singes, spirales, mains et trapèzes, tracent sur le sol une écriture gigantesque dont le sens exact reste un mystère. Peut-être itinéraires rituels, symboles astronomiques ou offrandes aux dieux du climat. Quelle que soit leur finalité, ces lignes témoignent d'une relation intime entre les Nazca et leur terre. En profondeur, les ingénieux Puquios, aqueducs souterrains en spirale, montrent que ce peuple savait apprivoiser l'aridité grâce à un système hydraulique stable et durable, capable de fournir de l'eau même dans les années les plus dures. Sur les hauts plateaux de l'actuel Ayacucho, les Wari édifièrent la première structure politique véritablement impériale des Andes. Leur capitale, vaste et géométrique, témoigne d'une organisation centralisée où l'administration, la planification urbaine et la standardisation jouèrent un rôle essentiel. Les Wari mirent en place un réseau routier qui préfigurait les célèbres chemins Incas et instaurèrent un système de centres provinciaux qui structura durablement l'espace andin. Leur influence se diffusa à travers l'art textile, les céramiques peintes, l'architecture modulaire et une logique d'intégration territoriale qui annonçait déjà les méthodes de leurs successeurs. Encore plus au sud, près des rives du lac Titicaca, les Tiwanaku construisirent une cité dont les pierres demeurent parmi les plus énigmatiques de l'histoire précolombienne. Leurs monolithes, taillés avec une précision presque impossible, semblent défier la géologie elle-même. Le temple semi-enterré, les portails sculptés et l'Akapana, vaste pyramide en gradin, composaient un paysage rituel conçu pour dialoguer avec le cosmos. À Tiwanaku, chaque pierre semble inscrite dans une géométrie sacrée. Chaque angle, chaque relief évoque une connaissance profonde des cycles célestes. La ville n'était pas seulement un centre politique, mais un lieu où se matérialisait une vision du monde reliant les hommes, les montagnes et les dieux. Ces royaumes, différents mais interdépendants, ont transmis aux Incas bien plus qu'un héritage matériel. Ils ont légué des techniques, des symboles, des routes, des rites, une manière d'organiser l'espace et de comprendre le divin. Ensemble, ils formèrent un socle culturel qui permit à l'empire Inca de s'élever rapidement, non comme une création isolée, mais comme l'aboutissement d'un long processus où chaque civilisation apporta sa pierre à l'édifice andin. Dans ce millefeuille d'histoires et de traditions se tisse encore aujourd'hui la mémoire profonde d'un continent façonné par la diversité et la grandeur. À l'aube du XVe siècle, lorsque les Incas commencèrent à étendre leur pouvoir sur les montagnes et les vallées, ils ne bâtirent rien à partir de rien. Leur empire, admirable dans son organisation et son ambition, était l'héritier silencieux de tous ceux qui l'avaient précédé. Les routes qu'ils tracèrent suivaient souvent les anciens chemins Wari.
Leurs temples reprenaient des formes sacrées qui, depuis bien plus longtemps, résonnaient dans les Andes. Leurs mythes, leurs rites, leurs symboles portaient de l'ombre des Moches, des Nazca, de Tiwanaku et même de Chavin, dont l'écho millénaire persistait encore dans les pierres. En rassemblant ces héritages, les Incas ne firent pas que gouverner un territoire, ils tissèrent un monde où l'agriculture, l'ingénierie, la religion et l'art s'enchaînaient comme les maillons d'une longue mémoire collective. Leur empire devint ainsi le miroir final, mais non la fin, d'une histoire bien plus vaste que sa propre grandeur. Et pourtant, dans notre imaginaire moderne, la plupart de ces peuples ont longtemps été relégués à l'ombre. Peut-être parce que leurs voix ne furent jamais écrites, ou parce que leurs monuments, parfois engloutis par le sable ou la jungle, semblaient effacés par le passage du temps. Peut-être aussi parce que l'empire inca, par son éclat soudain et sa fin brutale, a captivé l'attention au détriment de ceux qui, pendant des millénaires, avaient de préparer le terrain. Mais les Andes ne sont pas l'histoire d'un seul empire, ce sont les pages d'un vaste livre où chaque civilisation, même oubliée, a laissé une encre indélébile. Aujourd'hui, lorsque l'on contemple ces paysages immenses, lorsque le vent traverse les ruines silencieuses, on comprend que rien n'a été perdu. Les connaissances agricoles de Caral, l'esthétique visionnaire de Chavin, le génie hydraulique des Nazca, la discipline urbaine des Wari, la précision cosmique de Tiwanaku, tout cela continue de résonner dans l'identité des peuples andins, dans leurs traditions, leurs chants, leurs fêtes, leur façon unique de dialoguer avec la terre et le ciel. Leur leçon est simple, mais essentielle. Aucune civilisation ne se tient seule. Chaque culture est un écho, une réponse, un héritage transmis de génération en génération. C'est dans cette continuité, dans ce fil invisible qui relie les siècles, que se trouve la véritable force de l'humanité. Et si cette histoire a éveillé en vous le désir de poursuivre le voyage, abonnez-vous et laissez-vous guider vers les prochains mystères du passé, car il reste encore tant de mondes enfouis à découvrir et chaque découverte rapproche un peu plus notre présent de son origine oubliée.